C'était naturellement un milieu intellectuellement très stimulant, ne serait-ce que par la présence d'une école très réputée, à la tête de laquelle se trouvait évidemment Jean Piaget. On peut sans hésitation considérer comme un des génies scientifiques du XXe siècle. Une personnalité très impressionnante, un homme d'une ouverture et d'une curiosité scientifique, capacité de synthèse théorique, ingéniosité dans la mise en œuvre de toutes ces expériences qui lui ont fait une réputation de psychologue de l'enfant qu'il récusait, parce qu'il se considérait comme un spécialiste de l'épistémologie, quelqu'un qui cherchait à comprendre comment la connaissance humaine se formait et à chercher des solutions dans l'étude du développement de l'enfant, ce qui est sans doute une voie très ingénieuse et très féconde. Mais il n'y avait pas que Piaget. À côté de lui se trouvait quelqu'un qui n'avait pas sa réputation internationale, mais qui l'aurait, je crois, mérité, à qui on avait confié des cours de psychologie clinique de l'enfant, orientation, sélection professionnelle. Il était donc un praticien essentiellement, tout à fait remarquable, mais c'était un expérimentateur, je ne dirais pas refoulé, mais à qui on n'avait pas donné, étant donné le despotisme institutionnel, peut-être de Piaget, on n'avait pas donné l'occasion de s'épanouir dans un domaine qui était, je crois, le sien fondamentalement, qui était la psychologie expérimentale. Et je pense que Piaget, qui dominait la scène, y aurait trouvé quelques risques de concurrence. André Ray avait notamment travaillé aux États-Unis avec le grand psychophysiologiste de Harvard, Karl Lashley, et il assumait une charge d'enseignement épouvantable et trouvait encore le temps de faire à côté de ça de l'expérimentation psychophysiologique sur l'animal, s'intéresser à des problèmes qu'on classerait aujourd'hui dans l'éthologie, étudiant des insectes et des mammifères sur le terrain. C'était un éthologiste un peu avant la lettre.